Bonsoir. Cette semaine, au Cameroun, les cloches avaient le bruit d'un orchestre national. Il rythmait aux quatre coins du pays la valse des uniformes et des sacs au dos, le ballet des toilettes et coiffures de nouvelle saison, la vague d'émotions que causent les retrouvailles entre camarades et collègues, mais aussi la séparation entre parents et enfants à l'entrée des campus. Bref, le dessin sans équivoque d'un pays qui retourne à l'école. Une école au demeurant souffrante et pas seulement du coronavirus. Les travers de notre temps fréquentent assidûment les enceintes scolaires et environ. Drogue, violence, incivisme, alcoolisme, tabagisme et tutti quanti. Le tableau des fautes est grand et noir, pourtant il faut y ajouter la corruption. En la matière, justement, la note du secteur de l'éducation peut valoir un blâme. 7,16 sur 10 d'intensité de la corruption, barème d'un état des lieux officiel datant de 2010. De quoi valoir un sermon de l'homme d'église officiant à la tête de la Commission nationale anticorruption, une machine conçue en 2006 par le chef de l'État pour broyer cette corruption qui, et c'est une citation, compromet la réussite de nos efforts et pervertit la morale publique. Selon les propres mots du président de la République, Paul Biya, c'était en Conseil des ministres le 12 septembre 2007. Pour que les murs de l'école échappent à l'affaissement moral, la CONAC a donc lancé à Douala, 2 semaines avant le démarrage des cours, une campagne nationale baptisée « Rentrée scolaire sans corruption ». Presque un bon sujet de dissertation traité ce dimanche en direct de Actualité Hebdo par un candidat qui en sait plus long sur le sujet que l'examinateur. Pourtant, l'exercice ne se limitera pas à de simples questions de routine. Épreuve élargie aux interventions et chantiers de la CONAC ce dimanche. Le révérend Dr Dieudonné Massigams est notre invité et c'est le président de la Commission nationale anticorruption. Dieudonné Massigams, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Si mes informations sont exactes, vous êtes un ancien élève du lycée de Berthois qui est devenu le lycée classique. Tout à fait. Ça, c'est les années 72, 73, 74. Donc à cette époque, la corruption était déjà aussi présente à l'école? Nous pouvons dire qu'en ce moment-là, on n'entendait pas parler de la corruption. Si nos souvenirs sont encore bons, en ce moment, quand un enfant allait à l'école, il n'avait pas de soucis, encore moins ses parents. Parce qu'il suffisait que vous travailliez bien et que vous ayez des bonnes notes et qu'il y ait à la fin de l'année des résultats qui aient été donnés, parce qu'on organisait effectivement les cérémonies de fin d'année, et d'une manière solennelle, on remettait des prix. De telle sorte que l'enfant pouvait aller d'une classe à une autre sans dépenser. D'autant plus que sa moyenne lui permettait d'aller en classe supérieure et il n'y avait pas de frais à payer à ce niveau-là, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à la situation actuelle et à qui attribuer le tort? C'est à vous, les doyens, ou alors aux nouvelles générations? Nous avons écrit un ouvrage intitulé La lutte contre la corruption au Cameroun, la restauration morale. Pourquoi cela? Parce que nous avons vu, après que le chef de l'État ait permis la création de la Commission nationale anticorruption, rappelons-nous quelque chose qu'il avait dit quand il accédait au pouvoir. C'est très important, je sais que je suis en train de répéter. Et de quoi s'agit-il? Il s'agissait de 2 termes qu'il avait utilisés qui étaient très importants et qui restaient rigueur et moralisation. Et quand il l'avait dit, c'était parce qu'en ce moment-là, il y avait dérapage, il y avait des tendances qui n'étaient plus normales. Sinon, on peut dire qu'on a trouvé que ce qui était anormal devienne une norme. Et le fait de rechercher à s'enrichir fortement, le fait de gagner tout de suite, le fait de chercher à avoir un poste de responsabilité tout de suite, le fait, il y a eu un cas que nous ne pouvons pas ne pas citer, la tendance des faits men et des faits women. Ceci a
influencer les Camerounais et inverser l'ordre des valeurs. L'ordre des valeurs. Et ceci est très important. Et ceci est allé très loin parce que les familles ont prêté le flanc à ce jeu sans discrimination et que tout le monde y trouve son compte dans le respect des textes réglementaires. Et ces textes réglementaires, je me rappelle, vous avez reçu, monsieur le ministre de l'Éducation de base, si mes souvenirs sont bons, qui n'a pas manqué de rappeler ces textes-là. Malheureusement, ces textes sont le plus souvent biaisés. Et à ce niveau, quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons attiré l'attention des parents là-dessus. Monsieur le Président, vous pensez que les parents et les enseignants ne sont pas au courant de ces textes-là? Je pense que la répétition est une bonne chose. Ils sont au courant, probablement. Certains peuvent dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais nous avons fait des efforts pour que nous ayons des affiches. Et nous avons fait des affiches pour tous les établissements. Actuellement, nous sommes à 1000 affiches que nous avons pu apposer au niveau des établissements. Et ces affiches présentent le problème des infractions et le problème des sanctions. Et nous avons que nul n'en ignore. Pour que nul n'en ignore. Et nous avons ici une copie. D'ailleurs, il y a une copie de cette affiche que je crois que notre avons. caméra va faire il faut qu'on fasse un zoom là-dessus, parce que c'est ce que nous avons affiché au niveau de tous les établissements. Nous avons parcouru dans les lycées les clubs d'intégrité. Et ces clubs d'intégrité doivent jouer un rôle très important pour l'éducation morale, pour la formation morale. Nous ne devons pas nous contenter, le Cameroun ne doit pas se contenter d'avoir des hommes et des femmes avec des têtes pleines, mais des têtes bien faites. Êtes-vous allé jusqu'à la définition, on va dire, du profil de ceux qui doivent diriger et même encadrer ces clubs éthiques? Bien sûr. N'est pas membre d'un club éthique un aventurier. Vous savez, à l'époque, les enfants aimaient bien dire « je voudrais devenir comme mon maître, je voudrais devenir comme mon professeur, je voudrais devenir comme tel enseignant de l'université parce que j'ai trouvé en tel ou tel des valeurs éthiques, des valeurs morales, des valeurs de respect, des valeurs de la dignité humaine, des valeurs du respect de ce que nous appelons aujourd'hui le mérite. Un peu comme Victor Hugo qui disait « je serai Chateaubriand ou rien ». Voilà. Je ne parle pas simplement des enseignants. Je crois qu'il faudrait parler du problème des familles. L'éducation n'incombe pas seulement aux enseignants. L'éducation de base part de la famille. Et quand je parle de la famille ici, la famille, elle peut être la famille génitrice, et il y a la famille professionnelle, il y a la famille sportive, il y a la famille politique, il y a la famille associative, etc., etc. Je crois que davantage, ces groupes sociaux devraient jouer un rôle important pour dire telle manière de vivre, telle manière de faire, ce n'est pas bien. Et la corruption n'est pas quelque chose que nous devons continuer à entretenir parce que ça détruit, comme le chef de l'État l'a dit, ça détruit nos efforts. Les efforts que le gouvernement conjugue, les efforts que les familles conjuguent, les pauvres citoyens qui n'ont pas suffisamment de moyens et qui se retrouvent face à des situations comme telles qu'on faudra acheter les places. Nous venons d'intervenir récemment sur un cas où les étudiants ont fait leur travail, ils ont produit un bon travail, on a affiché les notes, et puis après, au classement final, la note a été oblitérée, on ne l'a pas réaffichée, on n'a pas pu tenir compte de cela, parce qu'il faut aller négocier par la suite pour que l'on puisse obtenir. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'a répondu ce chef d'établissement? Il a répondu positivement pour dire on a retrouvé effectivement les notes de l'enfant qui a travaillé et on a revu la moyenne générale et la personne, l'enfant en question a accédé en classe supérieure. Monsieur le Président, c'est très bien ce que vous dites là. En un mot, avant de continuer cette émission, qu'est-ce que la CONAC, dans le cadre de son travail, attend, on va dire, des citoyens d'une manière générale? Qu'est-ce que vous attendez? La première chose que nous attendons des citoyens,
c'est un, d'éliminer la peur de dénoncer. Deux, d'avoir le courage de dénoncer parce qu'il y a un numéro vert qui est gratuit. Un numéro vert est gratuit qui permet en sorte que tout citoyen qui est confronté à la corruption ou qui est victime de la corruption ou qui est témoin d'un acte de corruption puisse dénoncer. Et nous sommes en train de dire quelque chose que nous avons développé et que nous continuons à développer maintenant. Nous l'avons dit à Yoko en février 2020, que chacun dise ce qui ne m'appartient pas, je n'y touche pas. Ça, c'est donc ce que vous souhaitez comme collaboration des citoyens camerounais. Je voudrais maintenant vous proposer de les écouter, ces citoyens-là. Certains vont vous dire de manière claire ce qu'ils attendent également de la CONAC. Et c'est une sélection de réactions réalisée par Carlette Esso. Moi, je crois que les responsables de la CONAC doivent être des gens élus et qui sont d'une honnêteté irréprochable. La CONAC devrait, la plupart des temps, se rendre constamment dans les services publics que nous sommes, la plupart des cas constamment, et mettre des services de contrôle, de répression. La communauté attend aussi voir le résultat des rapports de la CONAC, que la CONAC ne se limite pas seulement à arrêter un individu dans la rue, à aller prendre un citoyen dans un bureau. Qu'est-ce qu'on en fait des gros rapports, des grandes structures et autres? Ils travaillent. Parce que là, la structure, là, moi je suis, je crois qu'ils sont descendus plusieurs fois. On tient des réunions et tout. Mais ils travaillent. Ça baisse quand même, ça baisse. Ça a l'air de baisser. Ils doivent même aussi se retrouver dans ces ministères en tant qu'anti-gang. La CONAC doit mettre, n'est-ce pas, l'œil sur les différents concours. Tantôt sur les débats que la CONAC n'a pas vraiment le pouvoir pour sanctionner les corrupteurs. Parce que la CONAC dit seulement qu'il y a la corruption, mais après il y a toute la corruption. Aller en profondeur, chercher les bons gestionnaires. Dans chaque département ministériel, il faut créer, il faut revoir et mettre même une sous-commission ou bien peut-être une petite, je ne peux pas dire cellule, souche, peut-être de CONAC. Ça peut améliorer certains aspects. Je pense que la CONAC devait procéder par le système de proximité. Je crois que la CONAC devait être de plus en plus proche des populations. La présence de la CONAC est dissuasive, donc ça va empêcher beaucoup de choses de se passer. On apprécie son travail, donc elle continue. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Et si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Les enseignants et même les responsables, les présidents de l'association des parents d'élèves et enseignants pour des actes de corruption qui peuvent être posés par ceux-là et ils sont sanctionnés. Nous avons déjà reçu de la part de la plupart des ministres de l'enseignement, soit de l'enseignement supérieur, soit de l'éducation de base, on a reçu une liste. Parce que quand ils sanctionnent, parce que nous les avons saisis, ils relèvent de leurs fonctions les responsables des établissements, peut-être les surveillants ou encore certains professeurs qui ont été trouvés indélicats et des gestionnaires des fonds. On les a relevés. Donc à ce niveau-là, je crois que les gens ne doivent pas davantage s'inquiéter, mais qu'ils continuent. La CONAC fait sa part de responsabilité, mais que les parents résistent. Je crois que ça aussi, il faut. Mais également en prenant des sanctions, puisque ce sont ces appareils qui sanctionnent. Est-ce que cela est fait? Bien, on ne peut pas ne pas reconnaître ce que l'État fait. Nous allons prendre un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a ratifié en avril 2020, le 1er avril 2020, la Convention de l'Union africaine. Cette Convention de l'Union africaine
contient des sanctions qui doivent être administrées au niveau les plus élevés, de telle sorte que les uns et les autres ne devraient pas penser qu'ils sont à l'abri de quoi que ce soit. Donc, les sanctions sont suffisamment administrées, des rapports sont faits, mais nous ne voulons pas. Vous savez, il y a toujours ce que la justice appelle la présomption d'innocence. Ça, c'est très important. Nous ne voulons exposer personne, mais nous voulons que la justice fasse son travail, rien que son travail. L'un des relais de cette lutte, ce sont les cellules d'éthique et de lutte contre la corruption. Elles ont été créées dans un certain nombre d'administrations, mais aujourd'hui, on ne les entend pas beaucoup. Là, vraiment, vous faites bien de relever cet aspect du problème que la CONAC a également eu à constater. Et nous l'avons dit plus d'une fois lorsque nous nous sommes retrouvés dans les IRR, c'est-à-dire les initiatives à résultats rapides, parce que certaines cellules ont été constituées par certains ministres dans certains services ou bien dans certains ministères. Et le constat qu'on a fait, ce n'est pas tous les ministères tout de même, on ne peut pas généraliser, mais on a constaté que dans certains ministères, les membres des cellules sont les amis ou bien les plus proches des personnalités qui les ont nommés. Et à ce niveau, les résultats sont biaisés et les résultats ne sont pas atteints. C'est ce qu'on estime avoir de ces cellules ministérielles. Vous n'avez pas un droit de regard sur la désignation de ces... Ah oui, et là, la CONAC n'a pas manqué de dire non, que nous ne pouvons pas continuer à travailler avec une cellule comme celle-là. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas travailler avec une... Quand on nous donne des informations relatives aux personnes qui ont des relations directes avec cette hiérarchie, la hiérarchie qui a nommé cette cellule, nous disons nous ne pouvons pas coopérer. On a souvent été sollicités pour aller travailler. Nous avons dit non, on ne peut pas être juge et parti. Le plus grave, Monsieur le Président, c'est que certaines institutions ne disposent même pas de ces cellules-là. Il y a donc un manque de collaboration. Ça c'est même ce que nous appelons chez nous la résistance. Le chef de l'État ne peut pas dire quelque chose. On ne peut pas avoir pris une décision. On ne peut pas avoir pris un décret. On ne peut pas avoir créé une structure. Le chef de l'État ne peut pas avoir dit au ministre, c'est lui l'élu du peuple. C'est lui l'élu de la nation. C'est lui qui appelle les ministres pour être au service de la société. C'est lui qui nomme les directeurs. Et ceux-là refusent de mettre en place les cellules de lutte contre la corruption. Ça, c'est une résistance. Qu'est-ce que vous préconisez dans ces conditions-là? Les précautions qui sont prises, c'est de rendre compte à qui de droit. C'est ce que prévoit notre texte. Et quand cela émane d'une structure étatique, nous rendons compte directement et des dispositions sont prises par rapport à cela. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'hésitation du tout. Les initiatives à résultats rapides, qui sont un grand produit de la CONAC, ces initiatives-là, qu'ont-elles réellement apporté et que sont-elles devenues? Effectivement, ce problème des initiatives à résultats rapides a mordu au début et puis nous avons connu un relâchement après dû à ce que nous venons de dire. C'est-à-dire certains responsables des cellules qui devraient venir présenter ces initiatives après l'engagement du leader politique. Le résultat n'a pas été... On a dit cela dans nos comités de coordination pour dire nous semblons assister aujourd'hui à ce que nous appelons le remplissage des rapports qui nous viennent de certains ministères. On fait de la littérature simplement. On ne nous dit pas d'où sont-ils partis, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus avec les statistiques à l'appui. Et là, nous avons attiré leur attention là-dessus. Et nous sommes en train de descendre sur le terrain. Nous sommes aussi allés, s'il vous plaît, investiguer sur le terrain. Nous étions au niveau des régions, avec l'évaluation du plan national de lutte contre la corruption. Et à ce niveau, nous avons constaté que certains responsables régionaux
sont expressément absents par rapport à l'évaluation qui doit être faite et qui doit être effectuée. L'évaluation de la lutte contre la corruption et de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est eux qui sont les acteurs principaux de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au niveau de leurs services, au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des arrondissements. C'est une absence à la fois édifiante et questionnable. Comment est-ce que ça peut être édifiant? Elle édifie sur la position de... Oui, peut-être que ça peut être édifiant dans ce sens. Dans le cadre de la lutte contre la corruption. Non, ça peut être édifiant dans ce sens que ça nous fait comprendre qu'il y a des résistances. C'est de ça que je parle. Voilà, il y a des résistances, mais ça nous interpelle également pour nous faire comprendre aux uns et aux autres qu'il faut qu'ils fassent attention et qu'on attire leur attention effectivement là-dessus que la lutte contre la corruption nous interpelle parce que nous sommes tous dans un même bateau. Et le chef de l'État a une vision pour ce pays comme, bibliquement parlant, certains prophètes, les Moïse et les autres, ont eu une vision pour le peuple d'Israël. Nous avons à atteindre l'émergence en 2035. S'il vous plaît. Nous autres qui avons déjà peut-être 60 ans et même plus de 60. 2035, c'est nous qui allons atteindre 2035. Beaucoup d'entre nous. Donc pour reprendre votre métaphore biblique, certains vont voir la terre promise, mais sans y accéder. Sans y accéder. Très bien. Monsieur le Président, dites-moi quand même en un mot peut-être, pourquoi à ce jour, certaines administrations, certaines institutions n'ont pas adopté les initiatives à résultat rapide? Sans exagération, nous pensons que certains n'ont pas pu adopter cela, probablement parce qu'ils sont complices. Il y a des choses à cacher. Il y a des choses à cacher. Ou encore que les leurs profitent. Ceux qui sont tout autour en profitent. Et je crois que si on n'a pas un intérêt à quelque chose, comme les Camerounais aiment bien le dire, quel est mon intérêt dans ce que je vais faire là? Si je n'ai pas d'intérêt financier, je n'ai aucune préoccupation par rapport à cela. Mais je crois que la lutte contre la corruption est un grand gain. Un grand gain. Pourquoi? Parce que les projets qui sont initiés, avec les fonds qui sont destinés pour la réalisation de ces projets, si les projets sont distraits, si les fonds sont distraits, les projets en question ne seront jamais réalisés. Et c'est la population qui en pâtit. Et c'est la société camerounaise qui en pâtit. Et je crois qu'il y a des structures qui sont abandonnées. Nous avons des bâtiments abandonnés. Nous avons des routes abandonnées, nous avons des écoles abandonnées, nous avons des projets d'écoles, d'hôpitaux abandonnés, etc., etc. La lutte contre la corruption est un gain et il faut que tout le monde s'y engage pour que nos impôts, s'il vous plaît, c'est les impôts des citoyens. Ce sont les citoyens qui payent. C'est ce qui fait le budget de notre pays. Et on a dispatché cela pour l'intérêt de la population. Et que les uns et les autres ne permettent pas que ce soit une minorité qui s'en approprie et qui s'en accapare. C'est pour l'intérêt public. Et il faut veiller que cela soit public, pour l'intérêt public. On va y veiller, y compris à l'école. Et je vous invite à faire un dernier tour à l'école avec une question. École et corruption sont-elles de bons camarades? Question à Daniel Menanga. Ça passe par le censeur, ça passe par le surveillant général. On appelle ça le 10 du proviseur qui prend et le proviseur vous dit il n'y a pas de place. Mais en réalité, derrière, quelqu'un vous aborde et puis vous dit que voilà. Et quand même le concours masque, on connaît les montants, 100 000, 150, 200. Confidence d'un parent d'élève sur les trafics multiformes en période de rentrée scolaire. Pour le compte de 2021-2022, la CONAC a déjà reçu 500 dénonciations. Je ne peux pas l'affirmer. Non, surtout pas ici. Nous sommes en zone rurale. J'ai orienté tous les parents vers la commission permanente de recrutement.
et celle-ci travaille depuis des semaines. C'est là-bas où on dépose des dossiers et en fonction des places disponibles, les recrutements sont effectués. Malversation dans la gestion des frais d'APE, comme constaté par la CONAC dans ce lycée technique à la périphérie de Yaoundé. Dans la même école, la brigade anticorruption a dû rembourser aux parents des frais exigés pour l'achat de la tenue de sport de leurs enfants. Activité illégale dans un établissement scolaire public. Et à chaque fois, les sources de collecte d'argent se multiplient. On a eu des situations comme ça. Parfois, un enfant qui était exclu, un parent s'amène et propose peut-être de l'argent à la suivante pour dire qu'il faut effacer les heures d'absence pour que l'enfant ait la possibilité de continuer de fréquenter. Et la trace s'efface aussi rapidement que le bruit des billets de banque manipulés, à tel point que la Commission nationale anticorruption donne la note de 7 sur 10 aux établissements scolaires secondaires. Mention assez bien, mais dans la corruption. La CONAC rappelle le retour de bonnes pratiques depuis le 18 août. Une campagne pour que seul l'écho de la transmission des connaissances retentisse des écoles. Le Président, peut-être une réaction en un mot sur ce que nous venons de suivre. Oui, ce qui vient d'être dit est réel parce que nous avons envoyé des équipes sur le terrain et le constat est amer. Il est amer parce que on a trouvé la vente des tenues sport avec une exagération dans le coût et nous avons eu une suite par rapport à cette descente sur le terrain dans un lycée public, dans un établissement public de cette ville. Et la commission a exigé le remboursement immédiat des frais qui étaient au-delà exigés par l'établissement en question. Et cela a été fait. Et cela a été fait. Cela a été fait. Et ceci nous interpelle et ça nous fait comprendre que, quelque part, beaucoup de responsables d'établissements ne veulent pas suivre à la lettre les textes réglementaires pour la gestion des APEE. Peut-être même qu'ils rentrent en complicité avec les présidents des APEE. Et ce n'est pas bon. Et nous interpellons ici les parents et les présidents des APEE. Les fonds publics qui sont déjà collectés au niveau des parents doivent être gérés d'une manière transparente. On parle de la gouvernance aujourd'hui. Cette gouvernance doit se passer à tous les niveaux, sans exception. Et l'école se trouve être l'un des creusets. Et la corruption et l'école ne sont pas des amis. Encore moins des camarades. Encore moins des camarades. Parce que la corruption ne permet pas que le mérite soit développé. Monsieur le Président, sur une période, disons par exemple, sur une décennie, quels sont les résultats obtenus par la CONAC, justement? Toute proportion gardée, nous pouvons dire qu'avec le concours des autres structures de lutte contre la corruption, avec les tribunaux, avec le TCS, avec l'ANIF et les autres, la CONAC a permis en sorte que le pays puisse gagner plus de 1000 milliards. Je dis bien plus de 1000 milliards. Et si nos souvenirs sont bons, nous venons de lire encore dans les journaux, je crois que c'est la semaine dernière, en Cameroun Tribune, où le tribunal signalait la récupération déjà de ces fonds, parce qu'il y a des fonds qu'il faut récupérer, qui va à l'ordre de 400 milliards. Ce n'est pas rien, comme on peut le dire. C'était au terme d'une publication du magistrat Emmanuel Ndjeri. Tout à fait. Ça, c'est des acquis. Deuxième chose, vous êtes d'accord avec nous. Avant 2006, le terme corruption était un tabou. On n'en parlait pas. Mais après 2006, 2010, 2011 jusqu'en 2020, 10 ans après, aujourd'hui, les gens ont le courage de parler de la corruption et de dénoncer
Ce qui ne se faisait pas avant, il y a de cela 10 ans. Les gens avaient même peur de parler de la corruption et de dénoncer même ceux qui étaient des grands acteurs. On peut dire que la corruption se faisait d'une manière ostentatoire. Alors, sans la peur du gendarme. Sans la peur du gendarme. Aujourd'hui, la peur du gendarme a commencé à s'installer. Troisièmement, il faut le relever. Il y a eu énormément d'engagement de la part de la population. Si nous prenons 2010 à 2020, au début, quand on a commencé, avant la création de la ligne verte, les dénonciations ne pouvaient pas atteindre 300 ou 200. On était à 400. Aujourd'hui, nous sommes rendus à combien? 23 000. 23 000 dénonciations. Cela veut dire que la population commence à s'en approprier. La population s'approprie effectivement la lutte contre la corruption et je crois que c'est dans le bon sens. Et il commence à comprendre que ce que le chef de l'État dit n'est pas simplement un slogan politique, mais c'est question d'engagement, de sérieux et de prise en compte de ce travail qui doit être un travail d'ensemble. Chacun à son niveau doit dire la corruption ne doit pas passer par moi. À votre niveau, Monsieur le Président, la CONAC a-t-elle les mains propres et libres pour faire son travail? Ah oui, là, sans hésitation, que ce soit la nuit ou le jour, je le dis, la CONAC, s'il vous plaît, a les mains propres et a des moyens également pour travailler. Même si pour le moment, nous sommes encore concentrés à Yaoundé, mais le travail se fait sur le terrain, puisque nous avons des émissions qui passent. Espace CONAC passe, Newsletter passe. Nous avons... Qui passe d'ailleurs sur notre antenne. Ça passe effectivement aux antennes de la CRTV. En dehors de cela, nous avons des clubs d'intégrité qui sont créés dans les lycées, les collèges. Nous avons même une réaction de la part des étudiants, des élèves, qui eux-mêmes s'organisent pour créer à leur tour des clubs et d'être des acteurs par rapport à la lutte contre la corruption. Vous ne recevez jamais d'appel pour des interventions vous disant il faut laisser tel dossier ou telle personne tranquille? Depuis que nous sommes là, nous n'avons reçu de pression de personne. Personne. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas avoir le courage de nous le faire. Comme pasteur, nous sommes appelés à être le berger des brebis et il faut ramener les brebis à l'ordre. Et nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. C'est ce que dit le Christ. Et la mission qui est celle du pasteur, c'est d'être le sel et c'est d'être la lumière par rapport à tout ce qu'il y a. Et pour continuer dans votre métaphore religieuse, mon révérend, quand vous étiez élève, quel était le menu de votre pain quotidien à l'école? Si nous pouvons vous dire qu'à un moment, on avait des noix de palme pour se nourrir à certains moments à midi. Je dis souvent à mes enfants, je leur dis qu'à l'époque, nous autres, nous vendions des bouteilles pour avoir notre argent de fin de semaine. Et puis, ça nous permettait d'avoir notre lofombo, comme on l'appelait jusqu'au lycée, c'était le lofombo, un gros beignet de 50 francs. Mais aujourd'hui, c'est les beignets de 100 francs. Mais à l'époque, c'était les beignets de 25 francs. Vous mangez un beignet, c'était suffisant pour toute la journée. D'accord. Nous allons avoir une autre photographie de la manière dont les élèves gèrent leur pause aujourd'hui. Quel est le menu, qu'est-ce qui est offert et où se restaure-t-il? Eh bien, nous allons retrouver tout cela dans ce plat servi. C'est désormais dans la loi. L'hygiène dans les cantines scolaires, un autre chapitre inscrit au programme dans les établissements scolaires. Le goût de la pause prend une autre saveur. Les responsables d'établissements veillent, tout est réuni pour que le repas des enfants à l'école devienne un enjeu de société. Au-delà de tout,
Nous avons un service d'infirmerie ici qui observe un peu la santé de ceux qui s'occupent de ces enfants. Et la recette donne des résultats. L'obsession, c'est avant tout l'hygiène. Déjà, j'utilise mon livre de santé pour essayer de garder les repas. Je garde bien mes aliments, je ne les répète pas. Ici et là, ce sont des menus adaptés à chaque appétit. Ils vendent les beignets aux enfants, ils vendent les beignets, du pain, sauf des aliments liquides, comme des choses comme des yaourts, du foléré. Parce que dans ces aliments-là, ils peuvent faire passer des drogues. Ça, c'est pour les grands du secondaire. Et les tout-petits alors, ils n'en sont pas encore conscients. Mais l'école est un endroit plus sérieux qu'il en a l'air. Après le berceau, place à des sons articulés avec précision, des arguments étayés avec justesse et conviction, signe d'une intelligence en construction. Mais avec les enfants, on s'en doute, tenir la demi-journée sans manger est une mission quasi impossible. Dans leur univers, les cahiers, les livres ou les crayons de couleur sont aussi utiles que la gourde et le goûter. Pas de chance, c'est le dicton « ventre affamé n'a point d'oreille » qui dicte sa loi sans aucune forme de procès. L'espoir avec les tout-petits, c'est que leur joie de vivre et leur fougue naturelle soient le carburant de leur réussite scolaire. Mais avant ça, bien sûr, ils ont encore le droit de jouer aux épicuriens, profiter au maximum de l'instant présent, entre la cantine et le goûter, entre les câlins et la connaissance. Lavons-nous les mains à l'eau courante, à défaut de les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Évitons les attroupements inutiles. Restons à la maison et ne sortons que si c'est nécessaire. N'envoyons pas nos enfants faire du commerce ambulant dans les rues. Le plat de la rentrée servi pour Actualité Hebdo par Aboubacar Abou. Monsieur le Président, je vous invite maintenant à réagir rapidement à une question d'internautes. Il y en avait deux, mais vous avez déjà donné des clarifications sur la préoccupation de Joseph Désiré Timi Onana. Reste celle de Zibama, notre fidèle téléspectateur et internaute. Je rappelle que toutes ces questions nous ont été transmises par Aline Florence Guini de la rédaction web. Voici ce que vous demande Zibama. N'avez-vous pas la compétence pour obliger les chefs d'établissement à afficher les prix exigés par l'APEE et aussi pour le recrutement des élèves? Je pense d'ailleurs que pour le recrutement des élèves, il n'y a pas de prix. Pour le recrutement des élèves, comme vous le dites si bien, il n'y a pas de prix. Les textes ministériels sont là pour dire que pour recruter en 6e, il faut les concours. Il faut faire le concours pour entrer en 6e, pour être recruté là-bas. Et en seconde également, il faudrait seconde technique il faut faire également le concours pour accéder à ces classes. Et pour les autres, il y a des textes ministériels avec toutes les clartés qui sont mises là-dedans, de telle sorte que personne ne puisse être à l'écart de ce qui a été prévu. Deuxième chose, nous avons des capacités au niveau de la CONAC. C'est pour cela que nous descendons sur le terrain. Nous avons fait des affiches. En dehors de ces affiches, nous interpellons les responsables des établissements. Si c'est un responsable d'établissement, nous faisons appel au ministre de la structure concernée pour répondre immédiatement et nous donner la décision qui a été prise dans les délais qui suivent, parce que nous devons faire un rapport là-dessus. Donc, à ce niveau, nous avons des compétences par rapport à cela. Monsieur le Président, est-ce que vos actions et vos rapports touchent également des institutions? Je pense à la présidence de la République, à la primature, au Parlement, bref, les hautes institutions, ou alors vous considérez que ce sont des intouchables? Tout à fait. Il n'y a pas d'intouchables. La lutte contre la corruption ne concerne pas la basse classe ni la haute classe. La lutte concerne tout le monde, toute la société. Et c'est nous tous qui sommes
interpellés par rapport à la lutte contre la corruption et tous les ministères, y compris les services de la présidence, sont interpellés. Et nous avons des cas que nous ne voulons pas citer ici. Très bien, c'est entendu. En tout cas, nous voulons être rassurés et rassurer surtout nos téléspectateurs quant à la capacité de la CONAC à s'intéresser à toutes les institutions de la République. Alors, vos chantiers aujourd'hui à la CONAC, sont lesquels? Peut-être le plus grand chantier en ce moment? Bien, le plus grand chantier en ce moment, c'est ce que le chef de l'État a commencé déjà à mettre en place, la déclaration des biens et des avoirs. Ça, c'est très important. Le deuxième grand chantier, c'est la gestion des fonds récupérés par rapport à la lutte contre la corruption. Le troisième grand chantier, c'est l'implémentation effective, je dis bien l'implémentation effective du plan national de lutte contre la corruption, validé par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au nombre de ces chantiers immédiats, il me souvient que la CONAC publie annuellement un rapport. À quand le prochain rapport? Cette année, nous avons tout fait pour que ce rapport soit prêt le 23 septembre 2021. Il va être présenté. Terminons par deux textes et vous venez d'en évoquer un, l'article 66 relatif à la déclaration des biens par les hauts cadres, mais aussi la loi de 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. La non-application de ces textes laisse le sentiment de contradiction et de deux poids, deux mesures dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est un sentiment que vous partagez? Nous ne partageons pas ce sentiment, il faut le reconnaître. Et je crois qu'il faut que les Camerounais soient aussi, à mon humble avis, conséquents avec eux-mêmes pour savoir dire qu'il y a des choses qui se passent. Si la loi est déjà là, le texte d'accompagnement est déjà en cours. Il est même déjà là. Et ce qui reste maintenant, c'est la spécification par rapport à ceux qui doivent assumer les responsabilités pour gérer ces cas. Parce que nous sommes allés en mission pour voir comment est-ce que des cas comme ceux-là se gèrent dans d'autres pays qui avaient déjà commencé à traiter de ce problème. Ça ne se fait pas à la va-t-en-vite. Il y a tout ce qu'il faut tout autour, qu'il nécessite absolument qu'on voit les contours et qu'on voit également les retombées et la faisabilité et les disponibilités et les personnes qui doivent effectivement être choisies pour gérer ces cas. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire actuellement. Révérend docteur Dieudonné Massigams, si nous poursuivons cet entretien, je serais fondé à croire que vous m'autorisez à corrompre la direction des antennes pour nous donner une rallonge. Et ce n'est pas de notre avis. Pour nous donner une rallonge sur le temps imparti. Est-ce que c'est cela? Non, pas du tout. Très bien. Il faudrait bien que nous arrêtions par rapport au temps qui nous est imparti. Alors, je vous remercie infiniment, docteur Dieudonné Massigams, président de la Commission nationale anticorruption, d'être venu à cette édition de Actualité Hebdo. C'est nous qui vous remercions sincèrement et profondément. Une fois encore, merci. Mesdames et messieurs, merci de votre attention renouvelée. Rendez-vous dimanche prochain. Prenez soin de vous et du Cameroun. Bonsoir. Tout à fait. C'est important.